Ma fiancée m'a envoyé un texto, je ne suis plus amoureuse de toi. J'ai répondu, merci de m'avoir prévenu. Puis j'ai annulé le mariage, vendu sa robe et quitté la ville. Une semaine plus tard, elle suppliait devant mes parents. Moi, 32H, j'étais assis sur le bord de notre lit, celui que nous avions passé un samedi entier à assembler, quand mon téléphone s'est allumé. Il était un peu plus de 22 heures. Un message de Clara, 29F, ma fiancée. Je ne suis plus amoureuse de toi. Juste ça. 7 mots. Pas d'appel, pas de « il faut qu'on parle ». C'était l'équivalent émotionnel d'une fusillade en voiture. Je l'ai lu une fois, puis deux. Mes pouces planaient au-dessus de l'écran, un millier de réponses en colère et blessées se battant pour naître. Au final, à quoi bon? Le message n'était pas une invitation à une discussion, c'était un verdict. J'ai tapé « merci de m'avoir prévenu ». Puis j'ai mis mon téléphone en mode avion, et le silence dans l'appartement que nous partagions est devenu assourdissant. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur, une machine complètement indifférente au fait que mon monde venait de se fracturer. Je n'ai pas ressenti de rage. Pas encore. J'ai juste eu froid. Une étrange clarté chirurgicale m'a envahi. L'objectif n'était plus de construire une vie, mais d'en démanteler une avec un minimum de dommages collatéraux pour moi-même. Le lendemain matin, je ne suis pas passé à l'action. Je ne pouvais pas. J'ai fait du café et je suis resté assis sur le balcon pendant 1 heure, à regarder la ville se réveiller. La première étape ne concernait pas la vengeance, mais l'évaluation des dégâts. J'ai sorti mon ordinateur portable et créé une feuille de calcul intitulée « Projet désengagement ». J'ai listé chaque engagement financier partagé, chaque acompte, chaque prestataire pour le mariage. Le mariage était dans 3 mois. Le carnage financier fut immédiat. J'ai passé la semaine suivante au téléphone et par email. C'était un processus lent et pénible. La salle de réception fut le premier appel et la plus grosse perte. Le gérant était poli mais ferme, notre acompte de $15 000 était, comme le stipulait le contrat, non remboursable. Le traiteur, un homme aimable nommé Monsieur Henderson, a compati et a accepté de rembourser la moitié de notre acompte, une petite consolation. Le photographe, c'était une autre histoire. Sa réponse fut sèche, mon temps était réservé. L'acompte n'est pas négociable. Chaque « non » était une nouvelle blessure, un rappel de l'avenir dans lequel j'avais investi. À la fin de la semaine, la perte totale s'élevait à un peu plus de $28 000. Mon argent. J'avais insisté pour tout payer, un geste d'amour et de sécurité qui ressemblait maintenant à une blague de mauvais goût. J'ai d'abord emballé mes propres affaires, vêtements, livres, matériel de travail. Ça a pris 2 jours. J'ai laissé ces affaires intactes. Je n'allais pas être vindicatif, juste décidé. J'ai emmené la bague de fiançailles sur mesure chez un bijoutier. Il m'a offert environ 30% de ce que j'avais payé. J'ai accepté sans un mot. L'argent n'était pas le but, effacer le symbole l'était. La robe, c'était plus difficile. Une œuvre d'art à $7 000 suspendue dans un placard. J'ai pris plusieurs photos de haute qualité et je les postées sur un site populaire de robes de mariée d'occasion. Je l'ai mise en vente pour $4 000. Titre, robe sur mesure, jamais portée. La fiancée a changé d'avis. Je savais que ça pourrait prendre des mois à se vendre, si jamais ça se vendait. C'était juste une autre affaire à régler. Enfin, l'appartement. Notre bail avait une lourde pénalité de résiliation. J'ai appelé le propriétaire et expliqué la situation. C'était un homme d'affaires, pas un thérapeute. Il a accepté de renoncer aux frais, seulement si je trouvais un nouveau locataire adéquat pour reprendre le bail immédiatement. La chasse aux nouveaux locataires a commencé. Pendant cette semaine, les textos de Clara ont commencé. Ils suivaient un schéma prévisible, on peut parler, ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses, tu es tellement dramatique et impulsif, ma mère s'inquiète, tu dois une explication à nos familles. Le culot à couper le souffle de tout cela était la seule chose qui perçait mon engourdissement. Elle semblait croire sincèrement qu'elle pouvait larguer une bombe sur notre vie et ensuite être en colère contre moi pour la façon dont je balayais les débris. Je n'ai jamais répondu. Je transférais simplement les messages les plus agressifs dans un dossier, Clara, dans mes emails, au cas où. Un soir, j'ai reçu un appel de sa mère, Karen. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Michael, mon chéri. Commençait son message, dégoulinant de fausses inquiétudes.
Je sais que Clara peut être impulsive, mais vous deux devez en parler. Un vrai homme se battrait pour ma fille, il ne fuirait pas à cause d'un petit trac d'avant-mariage. Un petit trac. J'ai ajouté le fichier de la messagerie vocale au dossier et j'ai commencé à rédiger une annonce pour l'appartement. Mise à jour, les choses se sont compliquées. J'ai trouvé de nouveaux locataires pour l'appartement, un jeune couple de professionnels nommés Marc et Sarah. Ils étaient impatients d'emménager au début du mois suivant. C'était un énorme soulagement. J'ai engagé des déménageurs professionnels pour vider mes meubles et les mettre en garde-meubles pour le moment. Je squattais sur le canapé de mon frère, à 1 heure de route. J'ai d'abord emballé mes propres affaires, vêtements, livres, matériel de travail. Ça a pris 2 jours. J'ai laissé ces affaires intactes. Je n'allais pas être vindicatif, juste décidé. J'ai emmené la bague de fiançailles sur mesure chez un bijoutier. Il m'a offert environ 30% de ce que j'avais payé. J'ai accepté sans un mot. L'argent n'était pas le but, effacer le symbole l'était. La robe, c'était plus difficile. Une œuvre d'art à $7000 suspendue dans un placard. J'ai pris plusieurs photos de haute qualité et je les postées sur un site populaire de robes de mariée d'occasion. Je l'ai mise en vente pour $4000. Titre, robe sur mesure, jamais portée. La fiancée a changé d'avis. Je savais que ça pourrait prendre des mois à se vendre, si jamais ça se vendait. C'était juste une autre affaire à régler. Enfin, l'appartement. Notre bail avait une lourde pénalité de résiliation. J'ai appelé le propriétaire et expliqué la situation. C'était un homme d'affaires, pas un thérapeute. Il a accepté de renoncer aux frais, seulement si je trouvais un nouveau locataire adéquat pour reprendre le bail immédiatement. La chasse aux nouveaux locataires a commencé. Pendant cette semaine, les textos de Clara ont commencé. Ils suivaient un schéma prévisible, on peut parler, ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses, tu es tellement dramatique et impulsif, ma mère s'inquiète, tu dois une explication à nos familles. Le culot a coupé le souffle de tout cela était la seule chose qui perçait mon engourdissement. Elle semblait croire sincèrement qu'elle pouvait larguer une bombe sur notre vie et ensuite être en colère contre moi pour la façon dont je balayais les débris. Je n'ai jamais répondu. Je transférais simplement les messages les plus agressifs dans un dossier, Clara, dans mes emails, au cas où. Un soir, j'ai reçu un appel de sa mère, Karen. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Michael, mon chéri. Commençait son message, dégoulinant de fausses inquiétudes. Je sais que Clara peut être impulsive, mais vous deux devez en parler. Un vrai homme se battrait pour ma fille, il ne fuirait pas à cause d'un petit trac d'avant-mariage. Un petit trac. J'ai ajouté le fichier de la messagerie vocale au dossier et j'ai commencé à rédiger une annonce pour l'appartement. Mise à jour, les choses se sont compliquées. J'ai trouvé de nouveaux locataires pour l'appartement, un jeune couple de professionnels nommés Marc et Sarah. Ils étaient impatients d'emménager au début du mois suivant. C'était un énorme soulagement. J'ai engagé des déménageurs professionnels pour vider mes meubles et les mettre en garde-meubles pour le moment. Je squattais sur le canapé de mon frère, à 1 heure de route. La logistique étant réglée, les retombées émotionnelles ont commencé à se faire sentir. La première vague fut celle des amis de Clara, m'envoyant des messages allant de « Tu vas bien, ah, comment peux-tu être si cruel avec elle ?» Je les ai tous ignorés. Puis vint le nouveau niveau de culot. J'ai reçu un email de Karen. Ce n'était plus de l'inquiétude, c'était une exigence. Michael, Clara doit récupérer ses affaires de l'appartement, mais elle ne peut pas tout organiser toute seule dans son état émotionnel. Tu dois venir l'aider à faire ses cartons. De plus, elle a besoin d'une aide financière pour la caution d'un nouvel appartement, car tu l'as laissée dans une situation précaire. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé un unique email direct à Clara. Clara, un nouveau locataire prend le bail le 1er du mois. Toutes tes affaires doivent être retirées d'ici là, conformément à l'accord avec le propriétaire. Je te suggère de demander de l'aide à ta mère. Je ne serai pas là. La réponse fut nucléaire. Une avalanche de textos sur le fait que j'étais un monstre froid et sans cœur. Puis, quelques jours plus tard, mon frère m'a appelé alors que j'étais au travail. Mec, tu as de la visite. J'ai su tout de suite. J'ai conduit jusqu'à chez lui, l'estomac noué. Et là, garée dans la rue, se trouvait la voiture de Karen. Elle et Clara se tenaient sur le trottoir, se disputant avec mon frère, qui avait les bras croisés, bloquant la porte.
Michael, s'écria Clara en me voyant, comme si j'étais celui qui lui avait fait du tort. Ton frère ne nous laisse pas entrer. C'est la maison de mon frère, Clara. Vous n'étiez pas invité, dis-je d'une voix blanche. Il faut qu'on parle, intervint Karen en s'avançant. Ton comportement est effroyable. Tu as embarrassé notre famille. Clara a fait une erreur et tu as tout détruit. Une erreur, ai-je demandé. Rompre des fiançailles par SMS est une erreur? Ou est-ce que l'erreur, c'était de se faire prendre? Clara tressaillit, et pendant une seconde, je l'ai vu, un éclair de culpabilité. Mais il a été rapidement remplacé par de l'indignation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'avais aucune preuve, juste l'intuition que son texto « Je ne suis plus amoureuse de toi » cachait une vérité plus sordide. Mais je n'avais pas besoin de preuves. Le résultat était le même. Ça veut dire que c'est fini, dis-je. Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas me permettre un nouvel endroit toute seule tout de suite, gémit Clara. Et je ne peux pas tout déménager moi-même. Tu dois m'aider. Non, je ne dois pas, dis-je. C'est la conséquence directe de ton choix. Tu es une adulte, débrouille-toi. J'ai commencé à entrer. Karen a crié derrière moi, nous allons parler à notre avocat. Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. La menace était si absurde que j'ai failli rire. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Elles sont restées dehors encore 10 minutes, puis sont finalement parties. Le lendemain, j'ai payé un service pour que toutes les affaires restantes de Clara soient professionnellement emballées et déplacées dans un garde-meuble. J'ai payé pour le premier mois. J'ai posté la clé du garde-meuble à l'adresse de sa mère en courrier recommandé. Une rupture nette. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. Le vrai cauchemar allait commencer. Mise à jour 2. L'appel est venu de Marc, le nouveau locataire, le 2 du mois, le lendemain du début de son bail. Michael, désolé de te déranger, mec, mais on a un problème. Il y a quelqu'un dans l'appartement. Il dit qu'il vit ici. Mon sang n'a fait qu'un tour. Comment s'appelle-t-il? Léo, dit Marc. Il dit qu'il est le cousin des anciens locataires. Léo. Le cousin de Clara. Un habitué permanent des canapés des amis et de la famille. Tout s'est mis en place. Clara n'avait pas déménagé ses affaires, elle avait juste fait emménager son cousin. J'ai immédiatement appelé mon avocate, Sarah, une femme vive et pragmatique qui avait aidé mon père avec une affaire commerciale. J'ai expliqué la situation. Elle a laissé échapper un long sifflement lent. Oh, elle n'a pas fait ça, dit-elle, avec une pointe d'admiration dans la voix pour une telle audace. D'accord, Michael. Ne la contacte pas. Ne contacte pas le cousin. C'est maintenant une affaire juridique. C'est une sous-location illégale et une situation d'occupation sans droit ni titre. Nous devons commencer la procédure d'expulsion formelle. Ainsi commença mon éducation en droit du locataire. Sarah expliqua que nous ne pouvions pas simplement le jeter dehors. Léo avait établi sa résidence, aussi illégale soit-elle. La police n'interviendrait pas sans une ordonnance du tribunal. Nous devions lui signifier une mise en demeure formelle de quitter les lieux, lui donnant un certain nombre de jours pour partir. Nous avons engagé un huissier. Léo, bien sûr, a refusé d'ouvrir la porte. Il a fallu 3 tentatives avant que l'huissier puisse légalement afficher l'avis et certifier qu'il avait été délivré. La période de préavis est arrivée à son terme. Léo est resté. Marc et Sarah étaient, à juste titre, furieux. Ils logeaient à l'hôtel, et c'est moi qui payais. C'était ma responsabilité. L'étape suivante consistait à déposer une plainte pour occupation illégale afin d'obtenir une ordonnance d'expulsion d'un juge. Les frais de justice, les honoraires d'avocat, les factures d'hôtel, tout s'accumulait. Le petit stratagème de Clara me coûtait des milliers de dollars. Pendant ce temps, j'ai reçu un nouvel email de Karen. J'entends dire que vous essayez d'expulser mon neveu, qui surveille les affaires de Clara pour elle. Vous harcelez notre famille et causez un stress immense. Notre avocat nous a informé que nous avons un dossier solide contre vous pour rupture de promesse de mariage et pour les dommages financiers et émotionnels que vous avez infligés à Clara. C'était du bluff, et je le savais. Sarah a confirmé qu'une action en justice pour rupture de promesse est pratiquement impossible à gagner dans notre État, surtout quand c'est Clara qui y a mis fin. L'email, cependant, était un cadeau. C'était un aveu écrit qu'elle savait que Léo était là.
Le meilleur? Mon avocate, en fouillant un peu sur les réseaux sociaux, a découvert que Léo s'était plaint en ligne à des amis de sa nouvelle proprio, qui était une vraie nulle. Il avait posté une capture d'écran d'une conversation par SMS avec Clara où elle acceptait de le laisser rester pour 500 $ en espèces par mois. Fais juste ça en douce, disait-elle. Elle ne le laissait pas seulement squatter, elle commettait une fraude à la location pendant que je payais le prix fort. La date d'audience pour l'expulsion a été fixée 6 semaines plus tard. 6 semaines de plus à payer un hôtel pour mes nouveaux locataires et une hypothèque sur une maison où je ne vivais même pas. C'était exaspérant, une bataille lente et usante. Mais à chaque facture que je payais, ma détermination se renforçait. Il ne s'agissait plus seulement de passer à autre chose. Il s'agissait de responsabilité. Mise à jour finale. L'audience d'expulsion fut aussi peu spectaculaire que satisfaisante. Léo s'est présenté, l'air renfrogné. Clara et Karen étaient là pour le soutien moral. Elles ont essayé de s'asseoir au fond, mais le juge a appelé Clara à la barre une fois que son nom a été mentionné. Sarah a été magnifique. Elle a présenté le cas clairement, le nouveau bail valide avec Marc et Sarah, la mise en demeure de quitter les lieux, les factures d'hôtel qui s'accumulaient. Et puis, le coup de grâce. Une copie certifiée conforme de la publication de Léo sur les réseaux sociaux, avec la capture d'écran de ses SMS avec Clara à propos des 500 $ de loyer en espèces. Le juge a regardé la capture d'écran, puis Clara, dont le masque de vertu outragé s'est effondré. Mademoiselle Boss, dit le juge d'une voix dangereusement douce, avez-vous conclu un contrat de location avec votre cousin pour un appartement que vous ne louiez plus? Clara balbutia. Je voulais juste l'aider. En commettant une fraude, termina le juge. L'expulsion a été accordée, avec effet immédiat. Le juge a également rendu un jugement sommaire ordonnant à Clara de me rembourser tous les frais d'hôtel, les honoraires de mon avocate et les frais de justice. C'était un montant important, bien plus que les acomptes de mariage que j'avais perdus. Clara et Karen sont sortis en trombe de la salle d'audience. Léo semblait juste perdu. Je suis sorti, me sentant calme. Ce n'était pas la victoire explosive que j'aurais pu imaginer. C'était le triomphe calme et méthodique de la procédure, des conséquences. La vie a continué. J'ai trouvé mon propre appartement dans un autre quartier de la ville. J'ai vendu la plupart des meubles que j'avais mis en garde-meuble, je voulais un nouveau départ. Mon frère et moi avons fait un week-end à la montagne, et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti vraiment léger. La semaine dernière, j'ai reçu une notification du site de robes de mariée. Après presque 5 mois, la robe s'était vendue. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée à ma nouvelle adresse. C'était une carte de l'acheteuse, une femme nommée Amanda. À l'intérieur, il n'y avait pas un chèque, mais une photographie. C'était elle et son nouveau mari, debout sur une plage, rayonnant. Elle portait la robe, et elle était radieuse. Sa note était courte, Michael, je ne connais pas l'histoire derrière la robe, seulement qu'elle était destinée à un avenir qui n'a pas eu lieu. Je voulais que vous voyiez l'avenir qu'elle a maintenant. Merci. J'espère que vous avez trouvé votre propre paix. Et en regardant cette photo, la joie sur leur visage, j'ai réalisé que c'était le cas. La colère, l'amertume, elles avaient disparu, remplacées par un sentiment de paix tranquille. Les actions de Clara avaient eu des conséquences, oui, mais les miennes aussi. J'avais choisi d'être méthodique, pas malveillant. J'avais choisi de reconstruire, pas seulement de détruire. Sa trahison ne définit pas mon histoire. Le dernier chapitre, celui que j'écris maintenant, est entièrement le mien. Et c'est une bien meilleure histoire.